Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre lecture sur le livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. On va se faire 2 chapitres cette fois-ci, qui seront un peu plus courts aujourd'hui. Sans plus tarder, c'est parti. Chapitre 5. Cessez de vous réfréner, désirez. Le ciel appartient aux impétueux qui ne l'attendent pas. Lou Andreas Salomé. Comment nous est venue cette conviction que la sagesse, la philosophie, la spiritualité, et particulièrement le bouddhisme, sont des voies qui, bien empruntées, feraient enfin de nous des êtres sans désir, donc sans tourment? Par quelle opération désastreuse avons-nous scindé notre univers en deux, d'un côté le bouillonnement d'éros et de l'amour, et de l'autre la placidité d'une sagesse de plus en plus éloignée de nos vraies préoccupations? Sans doute s'agit-il là encore de l'héritage des stoïciens et des épicuriens de l'Antiquité grecque, comme d'un certain christianisme, qui ont édifié cette fausse dichotomie entre le calme et l'action, la passivité et la volonté. C'est étrange car la philosophie n'est pas une ascèse, mais c'est une érotique. C'est Platon qui, dans son immense livre, Le Banquet, clame que le plus grand visage d'Éros n'est ni un bel éphèbe ni une jolie fille, mais Socrate, ce vieillard très laid, celui qui fait le plus de bien aux hommes et inspire de l'audace. Cet Éros-là est loin d'être délicat et beau comme le croient la plupart. Il est rude au contraire, il est dur, il va pieds nus, il est sans gîte, il couche toujours par terre, sur la dure, il dort à la belle étoile, près des portes et sur les chemins. Et le besoin l'accompagne toujours. Il nous enflamme comme personne et nous invite à nous dépasser. Il nous fait brûler d'un désir ardent qui nous tire de la caverne décrite par Platon dans La République, ce lieu obscur où nous sommes enchaînés face à un mur sur lequel se projettent des ombres que nous confondons avec la réalité. Or, ces ombres ne sont pas la réalité. Éros a la puissance de briser nos chaînes et de nous sortir de notre zone de confort, étriquée pour nous permettre de respirer au plus grand air, et puis, à partir de là, de nous jeter dans la mêlée du monde. Le bouddhisme que j'ai étudié et fréquenté n'est aucunement l'ennemi acharné du désir. Il est celui du Bouddha qui a vécu jusqu'à 80 ans, mu par une immense passion de changer l'ordre du monde, d'aider tous les êtres vivants et qui est parvenu grâce à un activisme sans relâche. Le Bouddha a certes bâti son enseignement autour de la découverte de la nécessité d'éteindre la trikhna en nous. Une erreur de traduction qui a perduré et nous a amené à entendre, par le terme sanskrit trikhna, le désir. Or, la trikhna, au sens littéral du terme, est la soif qui accapare. Ce toujours plus que l'on pourrait aujourd'hui appeler consumérisme, une avidité insatiable qui est le contraire du désir. Éteindre la trikhna, en soi, n'est pas vivre comme mort. C'est au contraire retrouver l'allant jaillissant de la vie, c'est retrouver le sens profond du désir. Le bouddhisme n'appelle évidemment pas ses fidèles à se couper de la vie. Je ne connais qu'une religion qui le fasse. La religion du management qui voit dans le désir propre à chaque individu un frein à performance. Elle nous impose son rythme et nous fait succomber à la dictature implacable de la rentabilité. Un bon employé doit vouloir ce que le marché impose. Il doit consommer selon les injonctions du marché, produire selon les injonctions du marché. Le désir dont je parle ici n'est pas la soif consumériste. Il n'a rien à voir avec l'envie d'une nouvelle voiture ou d'un voyage aux Caraïbes. Ce désir, mon vrai désir, reste en réalité toujours pour une part inconnue de moi. Il est l'élan de vie qui me porte en avant, qui me surprend souvent, me libère toujours. Il est un sentiment qui me saisit au plus profond de moi, que je ne maîtrise pas, et que pourtant je reconnais comme profondément mien quand je le rencontre. Ce désir-là me sort hors de moi et me fait découvrir le sens de mon être propre. Il implique que quelque chose de mon existence la plus profonde rayonne. Je sais que cela surprend, mais notre véritable désir n'est pas caché dans les méandres de notre moi. Je ne le débusque pas en rentrant en moi pour m'interroger et me comprendre. Au contraire, je le rencontre en m'engageant dans le monde. Désirer, c'est être appelé par quelque chose qui nous éveille. Des chercheurs en psychologie positive ont réalisé une étude pour essayer de découvrir le vrai désir, celui qui nous meut. Ils ont demandé à des hommes et des femmes, jeunes et moins jeunes, de consigner, chaque jour, le moment où ils ont été le plus heureux et de donner une note entre 1 et 10 au sentiment de bonheur éprouvé. Les premiers jours, les réponses étaient banales. Chez moi, devant la télévision, dans mon bain, pendant mon heure de shopping. Puis, elles se sont affinées et se sont révélées plus surprenantes. Les notes les plus élevées étaient accordées à des activités associées au désir de relever un défi qui n'écrase pas. Pour les uns, ce fut une leçon de piano avec une partition particulièrement exigeante à exécuter. Pour d'autres, une tâche d'organisation relativement complexe réalisée avec brio malgré les embûches. Pour d'autres encore, c'est un engagement associatif impliquant. Tous ces moments de bonheur avaient un point commun.
Il correspondait à un désir d'accomplissement, un désir qui nous sort de notre zone de confort pour nous faire aller plus loin, vers l'autre, vers l'ailleurs, vers ce qui est juste, vers ce qui est plus grand que notre petit moi-même et encore moi. Tel est le vrai sens du désir. Je ne me préoccupe plus de moi, mais de ce qui est à faire. Autrement dit, curieusement, quand je suis porté par un tel désir, je me fous la paix. Je suis alors tellement passionné par ce que je fais que je m'oublie. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi qualifie ces expériences d'optimales, celles autrement dit qui correspondent à l'état maximum de l'enchantement. Ce qui les déclenche, les aspects positifs de l'expérience humaine, la joie, la créativité et le processus d'engagement total, écrit-il. Si l'on demande aux personnes qui vivent ces expériences à quoi elles pensent et ce qu'elles éprouvent, la plupart répondent à rien. Libérées des fausses obligations qui nous éloignent de notre propre être, elles fusionnent avec l'objet de leur attention. Autrement dit, elles se foutent la paix. Laissez-moi me mettre à l'écoute de ce qui m'appelle. Laissez-moi prendre un moment pour mettre à distance les injonctions, les usages sociaux, les projets que mes parents, que mon entourage ont pour moi. Je reconnais que j'ai eu du mal à cesser de les suivre, sans même en être conscient. Il m'a fallu beaucoup d'entraînement pour réussir à me foutre la paix, pour admettre que j'ai le droit d'être un martien, pour entrer en rapport avec le fait que je suis un martien. Et pour me rendre compte qu'au fond, je ne suis pas un martien. Je suis juste unique, avec mes désirs propres, mais nous sommes tous uniques. Il nous suffit de le reconnaître et de s'en foutre. Inutile d'en faire toute une histoire. Écouter ce que nous sommes, ce qui nous appelle, je ne le dirai jamais assez, n'implique pas de se livrer à une introspection. S'écouter est, à l'image de la méditation, désespérante simplicité. C'est une démarche qui ne consiste pas à se tourner vers le gouffre de son moi profond, mais à observer, dans une bienveillante neutralité, ce qui nous arrive, nous touche ou nous parle. C'est redevenir curieux, c'est apprendre à sortir de soi, à rencontrer le ciel et la terre. Découvrir ainsi le sens du désir nous libère de cette injonction moraliste culpabilisatrice, soyez moins égocentrique et plus altruiste. Non, prenez le temps de vous mettre à l'écoute de ce qui vous appelle et, spontanément, vous serez hors de vous, soucieux de l'autre, soucieux de vous engager. Demandez-vous tout simplement ce qui vous fait envie. La personne qui s'engage dans une association pour aider à lutter contre la violence faite aux femmes ou à vaincre l'analphabétisme ne le fait pas par devoir altruiste, mais parce que cela lui parle, l'appelle, parce qu'elle se sent plus vivante et heureuse. Restez libre, telle est la grande leçon du désir. Il nous appelle avec douceur et légèreté à nous ouvrir encore et encore pour que notre monde soit plus habitable. Cessez de vous réfréner, désirez, vous sauverez le monde. Chapitre 6. Cessez d'être passif, sachez attendre. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Rainer Maria Rilke, lettre à un jeune poète. Nous avons une vision très étrange de l'action. Pour nous, elle est ce qui produit un résultat immédiatement mesurable. Ranger son armoire, remplir un tableau Excel, se déplacer, déboucher une bouteille de vin, tuer des ennemis sur sa console de jeu. Faute de quoi, nous considérons qu'il ne se passe rien. Agir est en quelque sorte s'agiter, être surbooké, être dans cette perspective le summum de la réussite. Mais pourquoi ? À quelle fin ? Ce sont des questions que nous ne nous posons pas. Nous n'en avons évidemment pas le temps. L'agitation dont nous faisons preuve la plupart du temps m'évoque irrésistiblement le businessman que le petit prince rencontre sur sa 4e planète. L'homme est absorbé dans ses colonnes de chiffres, des additions. « Je suis sérieux, moi, je suis sérieux », répète-t-il au petit prince quand celui-ci essaie de lui parler. « Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser », le rabroue-t-il quand le petit prince insiste. Le businessman additionne le nombre d'étoiles dans le ciel afin de les posséder et d'être riche. Et une fois qu'il les possède, il les compte et recompte et enferme à clé dans un tiroir ses papiers de compte. Il n'a jamais admiré une étoile, ni respiré une fleur, ni aimé personne. Il ne s'est jamais laissé distraire de ses comptes. Il répète « Je suis un homme sérieux ». Et ça le fait gonfler d'orgueil, dit le petit prince. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Selon notre compréhension du mot agir, le businessman est en pleine action, le petit prince est un glandeur. Le cadre, qui court de réunions inutiles en rendez-vous phagocytants, se targue d'être très actif. Un artiste l'est aussi, à condition que ses toiles rapportent des devises sur le marché de l'art. Faute de quoi, de l'avis unanime, il sera dit qu'il ne fait rien de sa vie. Nous sommes comme ce patient très occupé à taper des mains sans arrêt auquel le psychiatre demande « Pourquoi continues-tu à frapper des mains ?» Le patient répond « Pour chasser les éléphants. »« Mais il n'y a pas d'éléphants ici, » lui dit le psychiatre. Et le malade de répondre sans cesser de taper des mains « Tu vois que ça fonctionne ?»
Nous rions de cette histoire sans comprendre que nous sommes tous ce patient qui tape dans ses mains, que nous enchaînons les activités absurdes, mécaniques, qui n'ont pas de sens sauf celui de nous donner l'impression que nous agissons alors qu'en réalité, nous sommes dans une désespérante passivité. Avec notre enfant qui n'a pas d'excellents résultats scolaires, nous avons l'impression d'agir en le sermonnant. « Fais tes devoirs !» Avec notre conjoint qui ne débarrasse jamais la table, nous avons également l'impression d'être juste en lui répétant inlassablement la même injonction et en espérant que nous finirons par être entendus. « Aide-moi » au lieu de ne rien faire. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples à l'infini. Celui de l'enseignant qui est en avance dans son programme sans rencontrer ses élèves, sans prendre le temps de s'assurer qu'ils ont compris. Est-ce qu'en travaillant intensivement, il a vraiment fait quelque chose ? Ses élèves diront du reste, non sans raison, comme nous nous sommes ennuyés cette année. Celui de l'employé qui s'engloutit dans ses dossiers sans vision d'ensemble, sans prendre en considération la dimension humaine des personnes qui sont derrière les numéros. Tourner comme un hamster dans sa roue n'est pas agir. En réalité, notre conception de l'action est bien trop courte. Il est difficile d'en émerger tant que nous sommes prisonniers d'un dualisme stupide entre activité et passivité. Pour sortir de cet égarement, il nous faut faire un détour et examiner notre conception du temps. Le temps est-il vraiment ce que nous pouvons chronométrer ? Est-il vraiment éprouvé quand on nous demande combien de dossiers j'ai bouclés en une matinée ? Combien de tableaux de chiffres j'ai remplis en une heure ? Le temps véritable n'est pas celui des horloges. On ne peut pas le mesurer. Il n'est pas celui des process formatés. Le temps n'est pas normatif. Nous avons chacun notre temps propre, parfois si plein que nous l'oublions. Un petit garçon m'a un jour demandé pourquoi quand je joue le temps passe plus vite et quand je fais mes devoirs il passe beaucoup plus lentement. Voilà une question profonde et sage. Le temps véritable est celui qu'il nous faut pour apprendre à marcher, à lire, à avancer, celui qu'il nous faut pour nous autoriser à être. Ce n'est pas le temps des moyennes produites par les big data, des moyennes qui, en réalité, ne correspondent à rien. La moyenne n'est pas celle du plus grand nombre. C'est un calcul statistique qui ne correspond dans la réalité qu'à une toute petite minorité. Notre obsession de la moyenne nous empêche d'entrer en rapport avec le temps juste, c'est-à-dire le nôtre. Du coup, nous vivons dans l'impatience permanente, dans la terreur de cette injonction, de cette obsession de la moyenne qui m'intime de rédiger un article en 1 heure, d'apprendre une nouvelle langue en 3 mois, de tourner la page après une séparation au bout de 5 ou 6 semaines. À l'inverse, j'entends souvent dire que la méditation est une parenthèse passive dans la vie active, une pause au milieu de l'agitation, un moment de vide qui s'intercale entre 2 courses effrénées. Il est vrai que lorsque je médite, je suis assis, je ne parle pas, je ne bouge pas. À première vue, il ne se passe rien. Je suis juste attentif, exactement comme le médecin qui, assis sans bouger, écoute longuement son patient avant de procéder à un geste médical. On ne dit cependant pas de ce médecin qu'il est passif. Au contraire, on loue son écoute attentive qui lui permet d'établir un diagnostic complet. On le remercie d'avoir pris son temps, par opposition à son collègue qui, pressé par l'urgence des rendez-vous, prescrit un traitement tout en écoutant à moitié ce que lui dit encore le patient. L'écoute du médecin est considérée comme une action parce que nous estimons qu'elle sert à quelque chose, établir un diagnostic, procéder à un geste médical, etc. Je suis sans doute très sensible, trop sensible même. Quand on me parle, même dans le cadre d'un rendez-vous de travail, de manière purement technique, j'ai l'impression que l'on s'adresse à moi non pas comme un humain, mais comme à un problème, un cas, un numéro, et je me sens mal. Un médecin que j'avais consulté un jour pour une hernie discale m'avait reçu, assis derrière son bureau, et m'avait mécaniquement posé des questions pour remplir, une à une, les cases de son dossier. C'était un interrogatoire, sans moment de silence, fait de questions précises et de réponses brèves, pour entrer dans les cases. Quand il m'a ensuite ausculté, j'avais l'impression d'être, entre ses mains, une sorte de cadavre animé. L'incident aurait semblé insignifiant pour beaucoup. Moi, il me brûlait de l'intérieur. Or, quand je médite, j'agis exactement comme le médecin consciencieux mais humain. J'accomplis une action profonde, réelle. Je m'arrête, je reste en silence. Je me fous la paix pour pouvoir ainsi être plus ouvert à la réalité. J'accepte d'attendre, d'écouter la vie dans son effervescence. Je ne suis pas crispé jusqu'à ce que quelque chose survienne. Je ne suis pas cramponné à quelque chose d'attendu. Je n'attends ni un bus, ni un mail. J'attends sans rien attendre. Je m'offre à l'attente de ce qui peut survenir et dont je ne sais pas à l'avance de quoi il s'agit. Cette attente n'est pas l'oubli indifférent du quotidien, elle n'est pas l'omission des problèmes et des difficultés, elle est juste l'attente dans laquelle je fais quelque chose pour changer. Si je regarde en arrière, je constate qu'en méditant, j'ai appris à prendre des risques. Je me suis construit, j'ai gagné en courage, en détermination. Je suis devenu un peu plus qui je suis. Pour toutes ces raisons,
Je crois que méditer, mais aussi s'arrêter, regarder une œuvre d'art, se promener dans la montagne, sont une façon d'être enfin actif, de faire quelque chose de décisif qui nous transforme dans un monde qui est, lui, malgré son agitation frénétique, beaucoup trop passif et nous engage beaucoup trop à la passivité. Cessez d'être passif. Remettez-vous en rapport avec votre être, avec la vie. Engagez-vous. L'action véritable est celle qui permet à quelque chose d'être, à sens d'éclore. Je comprends l'activité à la manière de Henri Beauchot, le psychanalyste qui, dans son livre L'Enfant bleu, retrace 15 ans de parcours avec Orion, un jeune psychotique. Pendant ces 15 ans, le thérapeute a attendu qu'Orion sorte de sa carapace et fasse éclore les trésors qu'il avait pressentis en lui. 15 ans de séances de thérapie durant lesquelles il ne se passait sans doute rien, au sens commun du terme. 15 ans pendant lesquels Orion s'ouvre peu à peu, de manière objectivement invisible, à la parole, à la création, à l'art dont il fera son métier, jusqu'à retrouver sa place dans le monde réel. Cette capacité d'attente, qui n'est pas passive mais profondément active, repose sur la confiance. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je reste attentif, ouvert, présent à ce qui se passe. Je m'autorise à ne pas savoir, à ne pas être impatient, mais je suis prêt à ce qui peut advenir. J'ai confiance en la vie, je m'en remets à elle. C'est elle qui va m'aider si je la laisse œuvrer en moi. Une amie qui a perdu son mari me disait « Je n'arrive pas à faire mon deuil », sous-entendu à répondre à l'horrible injonction qu'il y aurait un temps défini pour faire son deuil. Plus elle s'accroche à l'idée de cette obligation, plus elle cherche frénétiquement à franchir cette étape, moins elle y parvient. Elle voulait un conseil pour hâter le processus, un exercice à effectuer, un livre à lire, une action à accomplir, pour se donner l'impression d'agir. Je l'ai sans doute surprise en lui répondant qu'elle devait s'autoriser à vivre ce deuil. Pourquoi se battre contre la réalité ? On est toujours sûr de perdre. Être actif, ce n'est pas s'agiter. Ce n'est pas courir vainement dans tous les sens pour donner, et se donner, l'impression d'être dans le faire, mais c'est construire en profondeur, sur le roc et non sur le sable. C'est comprendre, c'est trouver une solution nouvelle à une situation qui semble sans issue. Je suis souvent passif quand je m'agite. Je suis réellement actif quand j'ose tout arrêter, attendre, faire confiance. Le médecin doit prendre le risque de rester un instant sans savoir ce qui se passe. Nous aussi. C'est à cette condition que, peut-être, quelque chose de complètement autre à quoi je n'avais pas pensé va m'apparaître comme une évidence et me sortir de l'impasse dans laquelle je suis enlisé. Voilà, ce sont la fin de ces deux parties. Il y a eu plusieurs informations dans ces deux parties. Qu'avez-vous retenu ? Est-ce que vous allez appliquer certains conseils ? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. En attendant le prochain chapitre, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. À plus.